ça y est, on est en direct. Alors j'attends un peu, je crois que je suis un peu en avance. Il est 19h59, donc on va attendre un peu qu'il y ait des personnes qui rejoignent ce live que je vais faire pour parler des émotions et des soignants. Donc voilà, c'est un live qui est attendu pour certains, notamment pour beaucoup d'étudiants en soins infirmiers qui font leur travail de fin d'études sur les émotions du soignant. Et puis pour les personnes qui ne savaient pas qu'il avait lieu, eh bien, bienvenue, j'ai envie de dire. On va passer un petit moment ensemble pour traiter de ce sujet. Voilà. Alors, le dernier live que j'avais fait, j'avais proposé, j'avais pas osé, c'était un peu l'heure de l'apéro, et puis en ces temps un peu confinés, on a moins d'occasions de prendre l'apéro, et donc du coup, j'avais proposé qu'on fasse apéro et émotion. Apéro Facebook et émotion, voilà, un programme que je n'aurais certainement pas fait si on ne s'était pas tous retrouvés confinés. Donc, je ne sais pas si vous êtes présents avec de quoi trinquer, mais voilà, sachez que moi, je trinque à votre santé. Bonsoir Jennifer, bienvenue. Voilà, Jennifer a reçu, après beaucoup de péripéties, mon livre il n'y a pas très longtemps et je crois qu'elle est en plein dedans. Voilà, donc on est quelques-uns, voilà, ça arrive tout doucement. Et pourquoi je voulais vous parler des émotions? Eh bien, simplement parce que c'est un sujet qu'on aborde très souvent, les émotions et le soignant, et surtout, coucou Nina. Et surtout, en ce moment, j'ai beaucoup de demandes d'étudiants en soins infirmiers qui font leur travail de fin d'études, leur mémoire sur les émotions et les soignants. Et donc voilà, je voulais vous apporter déjà des notions. Et puis la deuxième chose, c'est que je prépare une formation en ligne qui va durer plus d'un mois et demi et qui est une formation qui vise justement à mieux comprendre, cerner et gérer ses émotions, mais aussi à aider nos patients à gérer les émotions. Voilà. Bonsoir Elsa. J'ai l'apéro, c'est bon. Moi aussi. Chin, à ta santé. Salut Jérôme. Bon, allez, on y va, parce que sinon je vais dire bonjour à toutes les personnes qui se connectent et on va pas démarrer. Alors, les émotions, c'est un truc de fou, parce que on se retrouve, nous, à faire un travail avec l'humain. Et donc, l'humain vulnérable, l'humain malade. Et donc c'est fou parce que à aucun moment on nous donne les clés pour pouvoir gérer les émotions qui vont être brassées en permanence dans ce milieu de soins, en fait, dans ce milieu où on a affaire à des personnes en fin de vie, des personnes malades, vulnérables, donc potentiellement en colère ou très tristes ou très très peureuses, enfin qui ont peur. Et on nous dit, go, allons-y, vous allez avoir pendant votre enseignement professionnel quelques concepts théoriques sur les émotions, la relation, la communication. Et avec ces concepts-là, vous allez prendre soin des patients et puis réussir à gérer leurs émotions, les aider et puis gérer les vôtres aussi, parce que vous vous retrouvez avec tout un paquet d'émotions et il faut savoir quoi en faire, parce qu'aujourd'hui dans les établissements de santé, alors en libéral j'en parle pas parce qu'on est seul, mais dans les établissements de santé on ne se retrouve pas du tout dans des équipes où l'intelligence émotionnelle et la gestion émotionnelle est mise en avant. Et donc on est un peu démunis par rapport à tout ça et on fait un peu comme on peut en fait avec ce qu'on a. Et on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose, pourquoi? Parce qu'on vit dans une société occidentale aujourd'hui où l'émotion n'est pas quelque chose qui a une place dans l'éducation. Alors, on va revenir sur ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est très clair, c'est une réaction physiologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre. On peut pas se dire, tiens, demain, je ne vais pas ressentir d'émotion parce que c'est nécessaire pour ma vie professionnelle ou ma vie privée, par exemple. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est une réaction physiologique. Donc, à partir de là, on ne peut pas y échapper. Pourquoi c'est une réaction physiologique? Parce que c'est une réaction archaïque. Les émotions, elles sont là pour nous permettre de réagir face à quelque chose. Alors, aujourd'hui, on n'a plus de mammouths qui nous menacent, on n'a plus d'orages qui risquent de nous tomber sur la tête, en tout cas, nous, en pays développés, je parle.
on a une maison, quoi. On n'est plus dans un contexte où les émotions nécessitaient, à l'époque, permettaient, la survie de l'espèce. C'est-à-dire que nos émotions, elles nous génèrent un stress, et ce stress nous permet d'avoir une réaction d'adaptabilité. On s'adapte à ce qui est en train de se passer. Donc il peut y avoir la fuite, il peut y avoir l'attaque, il peut y avoir, on peut se figer même, hein, dans les grandes périodes de stress. C'est les 3 grandes réactions au stress, c'est ça. Et donc ces émotions, elles sont nécessaires parce que au moment où on les ressent, elles vont nous permettre de nous mettre en action et de nous adapter à ce qui nous entoure. Bien. Et on est dans un métier où forcément on vient, parce que les personnes sont vulnérables, malades, atteintes, etc., on vient raviver beaucoup d'émotions. Sauf qu'on ne nous a pas appris à les exprimer et on ne nous a pas appris à mettre des mots sur ce qu'on ressentait, d'accord ? Parce qu'il y a l'émotion et il y a le comportement qui est en lien avec l'émotion. C'est-à-dire que je ressens une émotion, je sens quelque chose à l'intérieur de moi, je sens ce que ça me fait et je vais avoir un comportement lié à cette émotion ou à ce stress, d'accord ? Et donc on ne nous apprend pas, enfant, à mettre des mots sur nos émotions et sur nos manifestations physiques. Bien au contraire, quand on est enfant, généralement les émotions, on les tait. D'accord ? Il n'y a pas trop de place dans les familles pour les exprimer. Alors je vais vous donner des exemples très clairs. Quand on est enfant, on est prié d'aller piquer sa colère dans sa chambre. Hein ? Lorsque on a un comportement un peu exagéré par rapport à quelque chose et qu'on est en colère, voilà, on est prié de monter se calmer dans sa chambre, seul du coup, et de revenir quand on est calmé. Donc le message qu'on envoie à l'enfant, c'est que la colère n'est pas une émotion exprimable. Ce n'est pas socialement une émotion que l'on peut exprimer en société. C'est une émotion qui s'exprime dans l'intimité, mais en tout cas qui ne se partage pas. La peur. Alors, la peur pour la petite enfance, il y a encore de la place. Après, il y a 2 branches. La peur des filles, allez, on va l'accepter un petit peu plus longtemps. La peur de l'araignée, la peur de la souris, voilà, les petites peurs féminines. Mais le mec, il est prié d'arrêter d'avoir peur un petit peu tôt quand même dans son développement. Parce que les mecs qui ont peur, c'est un peu des chuchotes, c'est un peu des poules mouillées. Mais t'as pas peur, t'es un grand garçon. Mais tu vas pas avoir peur de ça, t'es un grand garçon. Donc du coup, les garçons, ils ont pas le droit d'avoir peur. Et puis alors en plus, ils peuvent aller aider les filles qui ont peur, c'est bien, hein, parce que voilà. La fille, elle peut rester dans sa peur un petit peu plus longtemps, c'est socialement un peu plus acceptable. Hein, voilà, la peur de l'araignée, c'est généralement très féminin. Hein, ouais, vous connaissez. Donc voilà, la peur, non. La tristesse, c'est pareil. Quand on est tout petit, tout bibi, tout mimi, on pleure, oui, on se console auprès de maman, auprès de papa, c'est normal, t'es frustré, t'es déçu. Et puis au bout d'un moment, les pleurs, non mais tu vas pas pleurer pour ça. Non mais tu vas quand même pas pleurer parce que ton Lego s'est décroché. Non mais tu vas pas pleurer pour ça. Et puis quand on grandit, encore une fois, il y a une petite distinction entre les femmes et les hommes. La femme peut chouiner un petit peu plus longtemps dans notre société, hein, ouais. Et l'homme, non. Tu vas pas chialer. T'es un mec. Les mecs, ça pleure pas. Ou ça chiale les mecs. Non, ça console, à la limite, avec des gros bras. Mais ça vient pas pleurer, un mec. Ok, donc la colère, on peut pas. La tristesse, on peut pas. La peur, on peut pas. Il nous reste la joie. Alors celle-là, on est prié, s'il vous plaît, de la ressentir très souvent. Hein, si on peut être dans la joie tout le temps, dans la joie dans sa vie privée, dans sa famille, au travail, avec ses amis, en société, quand on va faire les courses, c'est une joie c'est un sentiment très acceptable, c'est une émotion très acceptable. Soyons tous dans la joie. Voilà. Alors la joie, c'est pas ça, hein, du tout, mais en tout cas, c'est le message qu'on fait passer. Du coup, qu'est-ce qu'on demande en grandissant à nos enfants? Et qu'est-ce qu'on nous a demandé à nous, qui sommes soignants aujourd'hui? On nous a demandé de faire avec ce qu'on avait, d'être dans la joie, de ne pas se plaindre, de ne pas avoir peur, de ne pas être triste, d'avoir le droit d'être en colère, mais à la maison quand la journée est finie. Et puis, du matin au soir, on est dans la joie. Voilà. Alors, c'est pas possible. Hein, voilà, je vous le dis tout de suite, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on ne peut pas renier ses émotions.
Comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est une réaction physiologique. Donc, jusqu'à la mort, nous allons ressentir physiologiquement ces émotions-là. Mais on a ces messages contraignants qui nous arrivent. Ces messages avec lesquels on s'est construit. Et donc, avec tout ce package-là, ça fait de nous des handicapés des émotions, mais on n'a pas fait exprès, hein, on n'a pas choisi. Ça fait de nous des handicapés des émotions. Et avec ce petit handicap des émotions, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller accompagner des gens qui sont complètement enveloppés d'émotions. Et là, on nous dit, il faut accompagner, il faut gérer ses émotions. Là, on nous dit, un soignant, non, ne pleure pas, un soignant. Oui, tu peux pleurer de temps en temps quand tu as vécu une situation hyper compliquée, mais tu vas pas te mettre à chialer tous les jours. Un soignant qui a peur, si tu as peur, tu changes de métier. Un soignant en colère, non, un soignant en colère, c'est pas un soignant professionnel. La posture professionnelle voudrait que l'on ne se mette pas en colère. Alors, ok, alors on fait comment en fait, concrètement? Si on ne peut pas les ressentir, si on ne peut pas les exprimer, ni chez soi, ni dans sa vie privée, ni au travail, on fait comment? On s'épuise. On fait pas. On fait comme on peut. On souffre. On s'en prend plein la tête en fait. C'est un peu le quotidien. Parce qu'en plus, nous avons des cadres et une hiérarchie qui n'est elle-même, elle aussi, handicapée de ses émotions parce qu'elle a grandi dans une société occidentale, judéo-chrétienne. Elles aussi ne sont pas formées et en capacité d'accompagner leurs équipes dans l'expression de leurs émotions. Donc en fait, ça fait tout un tas de gens qui sont empêtrés déjà dans leurs propres problématiques et qui sont censés aider des gens qui sont empêtrés dans leurs problématiques. Donc ça fait un gros empêtrement de problématiques, si je peux m'exprimer ainsi. Salut Karine. Donc voilà, donc du coup, avec tout ça, on nous donne quelques concepts théoriques, on nous donne quelques bouquins à lire. Alors il y a des étudiants qui vont plus loin, il y a des étudiants qui décident de pousser le concept et d'en faire un travail de fin d'études. Mais tout simplement parce que, de un, la formation ne nous permet pas d'aller aussi loin, et de deux, on ne nous offre pas la possibilité avant de se poser 5 minutes pour réfléchir sur qu'est-ce que sont nos émotions. Et déjà moi, comment je me dépatouille avec mes propres émotions, et quels mots je mets dessus, et qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, on ne nous forme pas à l'intelligence émotionnelle, pas du tout. À la limite, on nous en parle, on nous donne des grands concepts théoriques, mais on ne nous forme pas. Donc on a ce paquet d'émotions. Alors ces émotions, elles sont grandement utiles. Pourquoi elles sont grandement utiles? Parce que, c'est ce que je vous disais au début, elles permettent l'adaptabilité. On ne peut pas traverser les épreuves de la vie sans émotions. C'est pas possible. Donc nos patients, ils ont besoin de les ressentir. Bon, ça, ils ne font pas exprès, elles les traversent, ils les ressentent, mais ils ont besoin de les exprimer, de les nommer, et éventuellement qu'on les aide à en faire quelque chose. Donc à quoi elles nous servent ces émotions? La colère, c'est l'émotion qui nous permet de nous affirmer. C'est le plus grand antidépresseur qui existe au monde. Les gens qui ne se mettent jamais en colère finissent dépressifs. Ils se font marcher dessus. La colère, c'est vraiment l'émotion de la limite. C'est l'émotion qui permet de dire là, je ne peux pas l'accepter. Ça va trop loin. Ça rentre dans mon intimité, c'est de l'irrespect, ça rentre dans ma pudeur, c'est une atteinte à ce que je suis. Non, je ne veux pas. C'est le non. Et cette colère-là, elle est essentielle. Vraiment, c'est très important de se mettre en colère. Mais là encore, on fait un amalgame. Merci Bastien pour ton commentaire. Bastien qui arrive et qui nous dit « Depuis que je travaille avec mes émotions, ça a tout changé. » Mais bien sûr, moi aussi, le jour où j'ai commencé à travailler avec mes émotions, je me suis dit « Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» C'est d'où pourquoi aujourd'hui je crée une formation pour la gestion des émotions des soignants, parce que juste ça n'existe pas. Et donc, qu'est-ce qu'on confond avec cette colère? On confond l'émotion et le comportement, parce que, et c'est ce que je détaille dans ma formation, c'est on peut avoir une émotion, mais l'émotion n'est pas le comportement. C'est-à-dire que l'expression de l'émotion est souvent une expression disproportionnée. Et ces expressions disproportionnées, c'est des réactions émotionnelles parasites. D'accord? C'est-à-dire que la réaction émotionnelle parasite typique que vous connaissez, c'est l'enfant qui se roule par terre, qui hurle, qui tape, qui fait la crise physique monumentale,
parce que vous lui avez dit que c'était l'heure d'aller prendre la douche. Juste rien à voir avec... C'est bon, je vous ai récupéré, ouais. Juste vous lui avez dit c'est l'heure de prendre la douche et l'enfant vous fait une crise physique monumentale. Et là vous vous dites ce gosse est complètement fou. Et en fait pas du tout. Ce qui se passe, c'est pas du tout qu'il est en train d'exprimer une colère, c'est qu'il a une réaction émotionnelle parasite, c'est-à-dire une réaction disproportionnée à l'émotion de base, qui est une émotion de frustration peut-être, qui est un sentiment de frustration parce que vous l'avez, je sais pas, vous lui avez stoppé son jeu de Lego ou je sais pas quoi, donc il est frustré et donc il a une réaction disproportionnée. Ça, c'est un comportement. Et très souvent, nous, on fait des amalgames entre les émotions et les réactions, c'est-à-dire les comportements. Et donc, on estime que quelqu'un qui vit la colère, c'est forcément quelqu'un qui va se lever, qui va hurler, qui va peut-être frapper des gens, qui va balancer des chaises à travers la pièce, qui va engueuler du monde, qui va être peut-être irrespectueux, je sais pas. Mais donc on a comme ça des comportements qui viennent se calquer sur les émotions et donc on se dit non, je peux pas me mettre en colère. Non, je peux pas me mettre en colère dans le service, je peux pas me mettre en colère contre un patient ou vis-à-vis d'un comportement qui m'a déplu. Mais si en fait, parce que votre colère, elle est droite, elle est claire dans ses baskets. Quand vous savez l'exprimer, vous allez exprimer une colère qui est posée et qui n'est pas du tout disproportionnée. Parce que vous n'êtes pas dans une réaction émotionnelle parasite. Vous êtes dans l'expression de votre colère. Donc la colère, c'est la limite, c'est l'antidépresseur. Ok. La peur. La peur, c'est une émotion, mais archaïque, qui a permis à l'humanité de survivre. Si l'homme n'avait pas eu peur, on ne serait pas là aujourd'hui, tous confinés, et pour les quelques personnes présentes à ce live ensemble. Pourquoi ? Parce que la peur, c'est ce qui permet l'action. Quand on a peur, je vous ai dit au début de la vidéo, on attaque, on fuit, on se fige. Alors quand on se fige, c'est qu'on peut ni fuir ni attaquer. D'accord ? Qu'on se fige. Donc celle-là, on va l'enlever. Mais la fuite et l'attaque, ce sont deux réactions à la peur qui ont permis la survie de l'espèce humaine. Et donc la peur, c'est l'émotion de la protection. Et si on ne ressent pas de la peur, on ne peut pas mettre en place cette protection. Et forcément, nos patients, quand ils sont hospitalisés, ils ressentent cette peur. Et aujourd'hui, que vivent les soignants dans les services en cette période de Covid, la peur. Ils flippent à mort. Mais ce qui est normal. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer, c'est de fuir. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'attaquer. Et certains se figent. Certains ne peuvent plus bouger. Cette peur, elle est omniprésente et elle n'est absolument pas reconnue aujourd'hui au quotidien par les gens qui sont censés manager les soignants. Et cette peur, elle est normale. Peur de mourir, peur d'être infecté, peur de contaminer, peur de ramener ça à la maison. Cette peur au ventre, elle est là et elle est essentielle. Parce que si on n'était pas soignant, on se barrerait, clairement. On n'irait pas à l'hôpital tous les jours, on est d'accord. Donc la peur, c'est l'émotion de la protection. On a la colère, on a la peur. La tristesse, c'est l'émotion de réparation. Quand il nous arrive quelque chose de profondément difficile et qu'on est triste, on a besoin de réparer. Et la tristesse, c'est l'émotion qui autorise cette réparation. C'est l'émotion qui va permettre à la personne de lancer ce message de dire « Stop, je m'arrête, je suis triste ». Parce qu'avec la tristesse, il va y avoir ce repli sur soi, cette déconnexion avec le monde extérieur, cette envie de réfléchir, de prendre du temps, etc. Et elle amène aussi la compassion, elle amène la consolation, elle amène le fait que les gens deviennent empathiques. Et quand on voit quelqu'un de triste, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on vient l'envelopper, on vient l'aider, on vient le soutenir. Et ça, c'est très important parce que la tristesse, c'est une émotion qui appelle la connexion avec les autres pour pouvoir surmonter l'épreuve. Donc cette tristesse, elle est essentielle parce que c'est une émotion déjà d'évacuation qui permet d'évacuer et c'est une émotion qui permet d'être consolé. Sachez que quand on fait une roue des émotions, donc on en a 4, un grand A, on peut rajouter le dégoût, mais il y a surtout 4 grandes émotions sur lesquelles on travaille, c'est que très souvent, la première, c'est la peur, qui arrive en haut d'une roue, c'est la peur. Face à cette peur, très souvent, derrière découle une colère.
Alors ça peut être la colère envers l'objet qui fait peur, ça peut être la colère envers soi-même parce qu'on a eu peur de quelque chose et qu'on n'a pas su réagir, mais très souvent découle de la colère. Pour réparer cette grande peur et cette grande colère, on a besoin de la tristesse, ça permet d'évacuer, ça permet de comprendre, de lâcher, de réfléchir à ce qui s'est passé. Et seulement après arrive la joie. La joie, c'est l'émotion de connexion avec l'autre. La joie, c'est l'émotion qui nous permet d'être en pleine connectivité avec le monde qui nous entoure, que ce soit les humains, la nature, etc. Et donc qui permet la créativité, qui permet le potentiel créatif, le potentiel constructif. C'est la joie qui permet ça. On n'est pas créatif dans la peur, on n'est pas créatif dans la colère, on n'est pas créatif dans la tristesse, on est créatif quand on est dans la joie. Et quand je parle de la joie, je parle pas de la joie qui est provoquée par la blague des inconnus ou du dernier humoriste qu'on adore. Ça, c'est rigolo, c'est de l'humour, c'est du sourire, c'est du rire, c'est peut-être du bonheur éphémère, mais c'est pas de la joie profonde et intrinsèque. Donc ces 4 grandes émotions, il faut qu'on puisse leur faire une place au quotidien chez nos patients, qu'on puisse accueillir, accompagner, et chez nous. Parce que si nous, on est comme ça, eh ben, on ne peut pas aider, l'autre, c'est pas possible. Si déjà nous, on a tout fermé pour surtout pas que les choses s'expriment, sortent et se travaillent, ça va pas marcher. Donc voilà, j'ai perdu personne jusqu'à présent, tout le monde est ok, tout le monde suit. Si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure parce que moi je les vois arriver à l'écran et du coup en même temps j'y réponds. D'accord? Donc moi j'ai préparé un truc, mais je suis aussi surtout super dispo pour vos questions, donc allez-y. Je bois un peu d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on décide de faire de la gestion émotionnelle ou de l'intelligence émotionnelle? Eh bien, on apprend déjà comment on fonctionne, et ça s'appelle mettre de la conscience sur notre fonctionnement. Ça, c'est déjà une très grande étape. Quand on a compris comment on fonctionnait, c'est déjà un grand palier de franchi. L'étape d'après, c'est, ok, comment moi je travaille avec ce qui m'a été donné? Parce que l'idée, c'est pas du tout de changer son passé, d'aller accuser son père, sa mère, sa grand-mère, son maître d'école, enfin je sais pas qui. Les choses, elles sont comme elles sont comme ça, vous avez reçu telle éducation, et surtout très important, vous aviez cette personnalité qui a fait qu'avec cette éducation, vous avez décidé de faire ce produit. D'accord? Pas que l'éducation, il y a aussi qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'on vous a apporté tout au long de votre enfance et de votre adolescence. Tout ce scénario-là, c'est ce qu'on appelle le scénario de vie en analyse transactionnelle et on peut travailler dessus. En tout cas, sachez que ce scénario de vie que vous vous êtes construit, il est figé à partir du moment où on sort de l'adolescence. C'est-à-dire que comme un film, vous allez tourner en boucle dans ce scénario. Et si vous avez décidé que vous ne travaillerez pas sur votre scénario de vie, eh bien, vous allez reproduire en permanence les mêmes choses. Introduction, développement, conclusion. Vous allez être dans ce scénario de vie. Mais les choses peuvent se bouger quand on met de la conscience dedans et qu'on travaille. Qu'est-ce qu'on réalise aussi? On réalise le racket des émotions. Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est ce que j'aborde au tout début de la formation que je suis en train de préparer. C'est que quand on est enfant, très très tôt, l'enfant a cette capacité d'adaptation qui est dingue parce que son seul et unique objectif est d'être aimé par ses parents et de se conformer à la famille, d'accord? La rébellion, elle arrive à l'adolescence. Mais le petit enfant, il n'a qu'une envie, c'est de plaire à sa maman, de plaire à son papa, d'être le meilleur des meilleurs des petits loulous. C'est inconscient tout ça. Et donc, il va très vite observer, il va très vite se rendre compte ce qui est acceptable ou pas dans cette famille. Et c'est là qu'interviennent le jeu des raquettes des émotions. Je vous donne un exemple. Je suis une petite fille qui me rend compte que lorsque je suis très en colère et que je dis non à papa ou à maman, je me fais rudement gronder. Dans ma famille, on ne dit pas non à un adulte. On dit oui. On obéit. Il n'y a pas de non qui tienne. On ne peut pas exprimer son désaccord. Ce n'est pas acceptable. Je m'en rends compte. Par contre, j'ai repéré que lorsque je pleurais, que j'avais mal aux genoux, que je suis tombée, que j'ai mal à la tête, ou que j'ai un chagrin, que je suis triste, en tout cas quand je pleure, papa et maman me consolent.
Ils me prennent dans leurs bras, ils me disent mais ma petite chérie, ça va passer, le bisou magique, le petit médicament, l'homéopathie, etc. Peu importe, mais j'ai de l'attention et de l'amour. Donc qu'est-ce qu'elle va se dire, cette petite fille? Elle va se dire, si je suis en colère, je suis rejetée. Mais si je suis triste, je suis... Pardon, j'ai des problèmes de connexion. Voilà, c'est reparti. Donc je vais racketter ma colère. Et comment je rackette ma colère? Eh bien, à chaque fois que je suis en colère, plutôt que de mettre des mots sur ma colère et l'exprimer, je vais me mettre à pleurer. Parce que quand je pleure, je suis consolée. C'est ce qu'on appelle du racket. Et qu'est-ce que ça donne à l'âge adulte? Ça donne à l'âge adulte une femme qui, à chaque fois qu'elle a besoin d'être en colère, à chaque fois qu'elle ressent de la colère et qu'elle a besoin de poser les limites de cette colère, eh bien elle va se mettre à pleurer. Et au travail, on a des exemples de collègues qui, lorsqu'ils vivent quelque chose qui est de l'ordre de l'irrespect ou dépasse les limites ou lorsqu'il y a une atteinte à leur intimité, à leur identité professionnelle, c'est des gens qui partent pleurer, qui sont profondément touchés et qui partent pleurer. Parce qu'ils ne sont pas en capacité d'exprimer leur colère à ce moment-là et de dire la véritable émotion et donc de pouvoir dire à l'autre ce que tu viens de me faire me met extrêmement en colère et je ne l'accepte pas. Au contraire, je vais pleurer. Parce que c'est ce fonctionnement-là que j'ai mis en place lorsque j'étais enfant. Et ça, c'est du racket. Et ça, c'est hyper important. Et alors, au début de ma formation, je vais faire tout un travail avec ceux qui suivront la formation pour identifier ses propres raquettes. Parce que très rapidement, on sait, et là déjà, même si je vous pose la question, vous savez très rapidement quelles sont les émotions dans lesquelles vous êtes à l'aise pour les exprimer et quelles sont les émotions dans lesquelles vous n'êtes pas du tout à l'aise. Il y a des gens qui pourront vous dire, moi je ne pleure jamais. Jamais. La tristesse, ce n'est pas une émotion autorisée. Donc je ne pleure jamais. Alors certains vont le transformer en disant moi je suis super fort, je fais les choses autrement, etc. Mais non, les émotions elles ont toutes besoin de sortir. Donc quand on a un racket, il faut rééquilibrer. Donc il y a tout un travail à faire de rééquilibrage de racket qu'on fait notamment au tout début de la formation. Et alors, le début de la formation, en fait, il y a 6 modules dans la formation. Et les 2 premiers modules, c'est vraiment, on pose tous les jalons, en fait. On creuse les fondations, on met la structure, on met la base pour ensuite pouvoir construire un énorme gratte-ciel et être sûr qu'il ne s'écroulera jamais. Alors, je fais une pause. Elsa. Comme lorsqu'on est étudiant en stage, alors la position du stagiaire complique l'expression de la colère. Difficile de discuter d'un désaccord en stage. Donc l'étudiant va pleurer et dans les toilettes souvent pour se cacher. Alors, oui, c'est très difficile lorsqu'il y a ce rapport de hiérarchie et donc j'allais dire de dominant-dominé quelque part où en plus le stagiaire il a des enjeux dans son stage. C'est-à-dire l'enjeu de la note, l'enjeu de l'étude, l'enjeu de réussir, etc. Et donc un peu l'injonction, ferme-la si tu veux avoir ton diplôme. Voilà. Et donc forcément, ça rajoute une complexité. Et alors, pourquoi on ne peut pas l'exprimer? Parce que quand je vais exprimer ma colère à mon tuteur, par exemple, mon tuteur, lui, comme il est empêtré dans ses émotions comme tout le monde, il va se dire « Mais qu'est-ce que c'est cet étudiant, il est vachement arrogant, pour qui il se prend? Je l'encadre et en plus il se permet de blablabla. Blablabla. » Parce qu'il va le prendre personnellement. Il ne va pas du tout être en capacité d'accueillir l'émotion. Et l'accueil de l'émotion, c'est ça, d'accueillir l'émotion et de dire « T'es vachement en colère, ça m'intéresse de savoir ce qui te met en colère, il va falloir qu'on en parle. » Parce que la colère, elle appartient qu'à l'étudiant, elle appartient qu'à celui qui la vit. Elle n'appartient pas à celui qui la reçoit. Celui qui la reçoit, il est censé aider celui qui la vit à comprendre ce qu'il est en train de vivre. Il n'est pas censé se sentir jugé, critiqué, observé, mis à mal. Et peut-être qu'il va se dire qu'il est un mauvais tuteur, parce que si l'étudiant est en colère, c'est certainement que c'est un mauvais tuteur, etc. etc. Et donc après, on fantasme. Après, on a un petit vélo dans la tête qui pédale. Et comme nous, on aime bien être dans le mental, et ben, du coup, on a un mental qui fonce à 2000 à l'heure. Et on s'imagine des tas de choses, on se fait des films, mais on ne répond pas à la demande de l'étudiant. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, si on ne peut pas exprimer sa colère
à la personne qui serait la plus à même de la recevoir, donc par exemple un tuteur ou un cadre, il va falloir l'exprimer quand même. Et souvent, on a une idée de l'expression de la colère. C'est-à-dire que si on ne peut pas l'exprimer à la personne avec qui on aimerait le plus en parler, il faut quand même que cette colère, elle sorte. Alors, il faut que ça puisse être envers quelqu'un en qui vous avez confiance ou quelqu'un qui va vous aider à réfléchir à l'origine de votre colère. Parce que la colère, elle a besoin de sortir, c'est une chose. Mais ensuite, elle a besoin d'être identifiée. Quel est l'objet de ma colère? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Pourquoi ça m'a mis en colère? Et c'est ça qui est important. Et si en face de vous, vous avez un tuteur qui ne peut pas faire ce travail, c'est peut-être pas la peine de lui renvoyer cette colère. Mais pour autant, cette colère, il faut qu'elle sorte pour pouvoir construire derrière. C'est-à-dire construire les éléments qui vous ont mis en colère. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne l'image, ça va être peut-être plus clair si je vous l'image. Je vous donne l'image qui n'est pas de moi, qui est une image qui est utilisée par Daniel Siegel, je ne sais pas très bien comment on dit, qui est un neurophysiologiste qui a beaucoup travaillé justement sur la physiologie des émotions, d'accord? Donc le côté incontrôlable, puisque physiologique. Si je prends ma main, peut-être que certains d'entre vous connaissent, si je prends ma main et que je place mon pouce comme ça, on peut imaginer que cette partie-là correspond à la partie limbique du cerveau, d'accord? Je vais me mettre dans ce sens. Là, on imagine qu'on a le tronc cérébral, voilà, le tronc cérébral. Là, on a la zone archaïque, la zone réflexe. On a la partie limbique, qui est une partie centrale du cerveau. Et si je referme mes doigts comme ça, on va avoir le cortex cérébral, d'accord? Avec le cortex frontal. Donc en fait, on est comme ça, d'accord? Mon cerveau est comme ça, avec le frontal là. La partie limbique, c'est le siège des émotions, ok? La partie frontale, c'est l'expression des émotions. Les soignants qui sont là ce soir savent très bien que lorsque cette zone frontale est atteinte par un accident vasculaire cérébral ou par une démence, on a une désinhibition émotionnelle, d'accord? Parce que c'est vraiment la partie qui permet l'expression des émotions. Quand je ressens un stress, parce que je vis quelque chose d'injuste en tant qu'étudiant, ou parce que je vis une situation très stressante quand je prends en charge mon patient, ou parce que j'ai une famille agressive qui m'agresse, un patient qui m'agresse, peu importe, d'accord? Je vis quelque chose de stressant. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que on va imaginer qu'en gros, le stress fait ça. C'est-à-dire lève les fonctions de mon cortex cérébral, d'accord? Du coup, mon cerveau limbique est à nu. Et c'est lui qui va diriger mon cerveau. Et lui, c'est le siège. Donc lui, c'est l'incontrôlable. Puisque ce qui permet le filtre, c'est le frontal. Donc lui, c'est l'incontrôlable. Et on se retrouve dans quelque chose qui n'a plus de sens. Dans une expression qui est disproportionnée. D'accord? C'est notamment là qu'arrivent les réactions émotionnelles parasites dont je vous parlais tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe en face de moi? Donc en face de moi, j'ai un même être humain qui a un même cerveau, qui est constitué de la même façon. C'est qu'il va y avoir la réaction des neurones miroirs. Vous connaissez les neurones miroirs? Les neurones miroirs, c'est ce qui permet à un enfant d'apprendre. D'accord? Quand on voit un être humain faire quelque chose, on a nos neurones miroirs qui nous donnent des informations sur quelque chose. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des grands amateurs de vin, mais si je suis en train de faire ça, les neurones miroirs des amateurs de vin rouge vont s'actionner. Vous allez ressentir tout ce que vous aimez ressentir quand vous buvez une gorgée de vin rouge et vous allez avoir envie, certainement, de boire une gorgée de vin rouge. C'est les neurones miroirs, d'accord? Les neurones miroirs nous permettent d'avoir la sensation sans avoir le geste. Et c'est comme ça que les enfants apprennent à parler, à marcher, à faire la cuisine, etc. Ok? Donc, je vous la fais court. Donc, neurones miroirs, j'ai mon tuteur en face de moi pour répondre à Elsa, et on imagine qu'Elsa commence à exprimer sa colère. Alors, soit elle l'exprime de manière constructive, elle parle d'elle-même, elle emploie le jeu et elle exprime ses besoins. Donc tout ça, c'est les particularités de la gestion émotionnelle, c'est de savoir ce qu'on exprime dans son émotion, parce qu'on n'exprime pas n'importe quoi, on dit pas ouais, j'en ai marre, ce stage il me fait chier, puis de toute façon, parce que ça c'est pas constructif. Donc imaginons qu'elle l'exprime correctement ou qu'elle l'exprime pas
correctement. C'est-à-dire qu'elle l'exprime avec une réaction épidermique. En face, si le soignant, ou le tuteur, ou le cadre, bref, celui à qui elle parle, a un neurone miroir qui s'actionne, il va se sentir mis à mal et il va faire ça. Et plus il va s'ouvrir, plus Elsa va faire ça, plus le soignant va faire ça. Et il va falloir soit un clash, soit une intervention extérieure pour permettre aux personnes de s'apaiser et de retrouver un fonctionnement normal et rationnel. Merci Nina, Chin. Et donc, du coup, merci Magali, tu me déconcentres. Donc du coup, ce qu'on attend quand on fait de la gestion émotionnelle, c'est que lorsqu'en face de nous on a ça, et ça c'est quoi? C'est une famille agressive, c'est un patient qu'on ne peut pas raisonner, qui est incapable d'être rationnel, d'entendre ce qu'on lui dit, lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui se met en colère avec des comportements inadaptés, lorsqu'on a des gens hyper angoissés, lorsqu'on a des gens qui sont dans une telle tristesse qu'on ne sait plus quoi faire parce qu'on vient de leur apprendre le deuil de leurs proches, la mort de leurs proches, et c'est les effusions d'émotions dans le service. Quand on a des gens qui sont comme ça, le boulot de l'intelligence émotionnelle, c'est de rester comme ça, pour permettre à l'autre de retrouver ce chemin-là. Parce que si nous, on se met comme ça en face, ça marche pas. Ça marche pas. C'est le clash. Forcément. Alors, pour pouvoir faire ça face à ça, pour pouvoir rester dans cette position face à ça, bien sûr, il faut travailler sur sa propre gestion émotionnelle, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous, avec quelle émotion je suis le plus à l'aise, avec quelle émotion je suis le moins à l'aise, etc. Moi, la colère, ça me met dans tel état. Moi, la colère, ça me parasite, par exemple. Moi, j'avais des collègues, à partir du moment où vous avez une famille ou un patient un peu véhément en face d'eux, ils ne savaient plus quoi faire. Ils perdaient leurs moyens. Ils ne voulaient plus rentrer dans la chambre. Ils avaient tout un comportement non-verbal qui faisait que c'était plus cohérent. Il y en a d'autres, c'est les larmes. Il y en a d'autres, quand ils ont une famille qui arrive parce que le patient vient de décéder, ils sont paniqués. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. La famille va pleurer. Moi, je suis méditerranéenne. Alors, en plus, chez nous, il y a de l'expression très, 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 très poussée. Donc, voilà, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec certaines émotions. Donc, notre propre boulot, c'est déjà de bosser sur où on en est, nous. Voilà, nos raquettes, nos émotions, qu'est-ce qu'on m'a donné, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je me suis construit comme pseudo-pyramide pour avancer dans la vie. Et une fois qu'on a un peu bossé sur soi, on apprend les techniques pour rester comme ça, quand on a face à nous quelqu'un qui est comme ça. Et c'est hyper important, parce que vraiment, le neurone miroir va fonctionner, et en plus, la personne va se stabiliser, et ça va lui permettre de refermer, en tout cas de reconnecter son cortex avec son cerveau limbique, et donc de diminuer son stress. Et ensuite, on peut rentrer dans des comportements qui viennent favoriser la production d'ocytocine, qui est donc l'hormone qui calme et qui permet d'inhiber le stress et qui permet d'apaiser les émotions. D'accord ? Donc dans l'ocytocine, il y a le câlin, le bisou, le contact, les paroles rassurantes, etc. Et ça aussi, on le voit tout au long de la formation, c'est comment je fais, quels sont mes outils, moi, pour rester comme ça. Donc, Elsa, c'est important que ces émotions sortent. Je peux comprendre tout à fait que tu ne peux pas forcément te mettre en colère dans toutes les situations où tu aimerais. Et encore, je dis et encore. Pourquoi on ne se met pas en colère ? On ne se met pas en colère déjà parce que, je ne sais pas si c'est ton cas, mais dans beaucoup de situations, beaucoup de gens ne savent pas exprimer une colère autrement qu'en explosant. Et donc forcément, ça ne marche pas. Parce que quand on est comme ça, c'est pas constructif. Et il y a aussi l'idée de se dire qu'on va lâcher les conséquences de cette colère. C'est-à-dire qu'on ne se met pas aussi en colère parce qu'on a peur de l'après. On a peur du jugement, on a peur du regard de l'autre, on a peur des conséquences, on a peur de ce qu'on pourrait penser de nous et de ce qu'on pourrait dire de nous. Mais si j'exprime ma colère, si j'emploie le jeu, si j'exprime ce dont j'avais besoin mais que je n'ai pas pu avoir et que c'est pour ça que ça m'a mis en colère, l'autre est libre de le recevoir comme il veut et ça lui appartient. S'il a envie de se mettre en colère, il a le droit. Mais il n'est pas obligé, parce que je ne l'aurais pas accusé, je n'aurais parlé que de moi, je n'aurais parlé que de mes besoins, je n'aurais parlé que de ma colère, je ne lui aurais pas dit
et ça c'est ce qu'on voit dans la formation, c'est parce que tu as fait ça, et tu as réagi comme ça, et tu m'as fait ça, que j'ai été en colère. Là forcément on est dans l'attaque, et l'autre ne peut réagir que dans l'attaque pour se défendre. Donc il y a aussi toute une façon de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, et c'est valable pour tout. Alors on l'expérimente au début en tant que stagiaire, mais généralement ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces personnalités-là sont des personnalités qui ont du mal à prendre la parole pendant les staffs médicaux, sont des personnalités qui ont du mal à pouvoir exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer lors d'un entretien annuel avec un cadre. Ils ont du mal à prendre la parole dans une réunion d'équipe lorsqu'il y a les collègues. On voit quand même qu'il y a toujours une situation qui vient nous conforter, entre guillemets, dans le fait qu'on ne peut pas exprimer sa colère. Mais parce que c'est quelque chose d'ancestral que l'on a acquis depuis très longtemps. Donc on continue à reproduire des situations dans lesquelles on se persuade que de toute façon, ce n'est pas possible d'exprimer sa colère. Mais en fait, si, c'est possible. Bonsoir Noémie, bienvenue. Et donc voilà, donc c'est hyper important. C'est hyper important de prendre conscience de ça et d'apprendre à les exprimer et surtout d'apprendre à désolidariser le stress de son émotion. Parce que le stress, c'est vraiment une réaction spécifique, non spécifique à toute réaction. C'est-à-dire que un stress, c'est pas spécifique à un truc particulier. On peut avoir un stress dans n'importe quelle situation. Quand on a un accident, quand on va passer un examen, quand on ressent une émotion. Le stress n'est pas lié à l'émotion, d'accord ? C'est une réaction non spécifique. Or, l'émotion, c'est une réaction spécifique à quelque chose de particulier. Donc, on peut avoir du stress dans les émotions, mais on n'a pas toujours d'émotion dans le stress. Je le redis. On peut avoir du stress dans l'expression des émotions, mais on n'a pas toujours des émotions dans l'expression du stress. Et c'est là que nous, on fait confusion lorsque l'on a en face de nous, ou même nous avec nos propres réactions, des gens qui sont en pleine expression de stress, ils sont en pleine réaction de stress, et nous, on interprète ça comme de la réaction émotionnelle. Eh bien, ça ne marche pas. On n'a pas la bonne grille de lecture. L'exemple le plus frappant pour moi, c'est la colère et l'agressivité des familles ou des patients, qui pour moi est vraiment une réaction de stress à quelque chose. Quand on gratte cette réaction d'agressivité ou de colère, très souvent derrière, on découvre un gros stress, et éventuellement une grosse peur. Mais pour moi, mais parce que j'ai travaillé là-dessus, c'est ce qu'il y a de plus facile à désamorcer, l'agressivité, pour moi. Alors que c'est ce qui panique littéralement les équipes. Lorsqu'il y a une famille qui commence à arriver en mode alors, attention, je fais une pause. Je parle pas des mecs qui arrivent avec des couteaux et des armes aux urgences, etc. Je parle pas des psychopathes, d'accord ? Je parle des gens juste agressifs dans les services parce que la grand-mère, elle a pas ça ou elle a pas ça, d'accord ? Je suis pas en train de dire que les gens qui arrivent avec des couteaux, c'est hyper facile de les maîtriser. Pas du tout, hein. Je parle des gens qui n'ont pas de troubles mentaux. Non, parce qu'après, on va me faire dire des choses que j'ai pas dites. Et donc, très souvent, derrière ces personnalités agressives, lorsque l'on gratte et déjà on les entend, on comprend, et surtout on leur pose une question, ça c'est une des clés, c'est de leur dire, mais en fait, de quoi vous auriez besoin ? Là, tout s'effondre. Tout s'effondre. S'il y a une émotion derrière, la personne va nous dire, j'ai besoin de ça. S'il n'y a pas d'émotion derrière, il n'y a pas de réponse à cette question. Très souvent, il y a des pleurs. Il y a un éclatement en sanglots. Parce que la personne, en fait, elle a besoin d'arrêter d'être malade. Elle a besoin de ne pas voir son enfant mourir. Elle a besoin de voir sa grand-mère respirer. Et donc, on se rend compte que derrière, c'est que du stress. C'est que de la peur par anticipation d'un drame qui pourrait arriver. C'est que de l'inquiétude. C'est que de l'angoisse. Et
et seulement on fait un amalgame de ces comportements et on dit ouais, ils sont agressifs, ils sont hyper en colère, et c'est ce qu'on va transmettre à nos collègues en plus, à la relève. On va leur dire ouais, tu verras, il y a toute la famille de la 208 là, ils sont devant, ils attendent l'interne, ils sont hyper en colère, lorsqu'il va rentrer de manger, il va s'en prendre plein la tronche. Donc en plus derrière on se monte les uns les autres, on se monte le bourrichon, et quand on arrive vers la famille, on est en mode ouais, on est déjà comme ça en non-verbal. On est déjà dans la défense claire et nette d'une potentielle agressivité, quoi. Et donc on est comme ça. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, on arrive, on est comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver comme ça devant cette famille pour leur permettre doucement de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent et de pouvoir les mettre comme ça, et après on peut travailler, on peut discuter, eux ils sont comme ça et nous on est... Et ça clash. Ça clash et ça marche pas. Et on part, on est tous blessés. C'est-à-dire que la famille se sent mal prise en charge, mal compris, mal écoutée, etc. Et nous, on se sent malmené en tant que soignant. On se dit, putain, quel travail, je me lève à 5h du matin, je me lève en bras comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et encore ça va pas, et encore cette famille, ça va pas. Et on le prend pour nous. Et du coup, ce qu'on est en train de faire, eh ben, c'est qu'on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à avancer. Et on souffre. On souffre vachement, en fait, dans ce genre de situation. Donc, pour moi, la gestion émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, et comprendre ce qui se joue et apprendre à gérer, c'est... Enfin, pour moi, c'est indispensable. On devrait commencer par là, à l'école d'infirmière. On devrait commencer par là. Enfin, l'école d'infirmière, d'aide-soignante, médecin, de sage-femme. Dans les études de santé, pour moi, on devrait commencer par cette étape-là où on se pose. Ok, comment toi tu fonctionnes avec tes émotions, et donc que chacun puisse se dire ah ouais, mon mode d'emploi à moi c'est ça, ah ok d'accord, ok j'ai mon mode d'emploi, je le garde avec moi, ok, et ensuite on m'apprend le mode d'emploi des autres, et donc je vois où j'ai à me réajuster pour pouvoir prendre en charge les autres, parce que notre job c'est de prendre en charge les autres, mais pas au détriment de soi, c'est-à-dire c'est prendre en charge l'autre sans m'en prendre moi plein la tronche et finir anéanti au bout de quelques années parce que je m'en suis pris plein la tronche. Et donc on devrait clairement enseigner tout ça à l'école, et ça tente à arriver. Il y a des écoles qui sont un petit peu plus en avance, d'autres un peu moins, mais c'est pas encore ça, ce qui fait que chaque année il y a toujours énormément d'étudiants qui se questionnent sur leur mémoire de fin d'études, parce qu'ils entendent des tas de choses complètement contradictoires tout au long de leur formation, et notamment des soignants de terrain. Et j'ai envie de leur dire, et j'ai envie de vous dire, à vous étudiants, s'il y a des étudiants ce soir, j'ai envie de vous dire, c'est pas de la faute de vos tuteurs. En fait, c'est de la faute de personne. C'est un gros caca général dans lequel on est tous mis dedans, et personne n'est fautif dans cette histoire. Chacun essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Alors il y en a qui ont déjà des bons bagages, parce qu'ils ont grandi dans une famille où l'expression émotionnelle, nommer l'émotion, nommer le besoin qu'il y avait derrière l'émotion, c'était quelque chose qui se faisait. Donc il y en a qui sont un peu en avance. Et il y en a qui ont grandi dans des familles où c'était fil droit et ferme-la. Quand vous avez vécu 18 ans dans une famille où vous n'aviez pas mot, enfin vous pouviez pas piper mot, la seule chose que vous pouviez faire c'est être conforme à ce qu'on attendait de vous, mais que vous décidez d'épouser un métier d'accompagnement ou un métier de la santé ou du social, eh ben, vous avez sacrément du chemin à parcourir. Et donc tous ces gens-là, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et donc pour moi, il n'y a pas de mauvaise personne en fait. Il y a juste des gens qui essayent de faire de leur mieux. Et voilà. Et plus il y aura de gens formés, plus on se formera à la gestion émotionnelle, aux émotions, et plus on fera avancer les choses, et plus on prendra en charge des étudiants en soins infirmiers, on pourra leur transmettre des choses, et puis c'est comme ça que les choses vont changer. Et c'est clairement pour ça que moi, je fais cette formation-là, ça fait 2 semaines que je bosse dessus, et qu'elle va bientôt sortir. C'est parce que pour moi, c'est indispensable de bosser là-dessus. Voilà. Alors, je vous en parle quand même. Il y aura 6 modules dans cette formation. La première, c'est moi et mes émotions. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, on fait d'abord le point sur soi. Les émotions en général, à quoi elles nous servent dans la vie de tous les jours, par rapport à notre culture, etc. Comment je rentre en zone de stress. Et ensuite, on va avoir un module sur identifier, accompagner la peur, identifier, accompagner la colère, identifier, accompagner la tristesse,
vivre dans la joie et la créativité. Voilà, donc ça fait 6 gros modules. Voilà, donc c'est une formation en ligne. Il y a des cours, il y a des travaux, il y aura des séances en visio, il y aura des séances en cours particulier. Et ça va durer à peu près 1 mois et demi. Voilà, un mois et demi. Mais en tout cas, vous pourrez le suivre à votre rythme puisque les vidéos, elles seront disponibles tout le temps. Et donc, voilà, il y a un rythme, mais le rythme, il n'est pas obligatoire. On peut le suivre quand on veut. Voilà, voilà. Non, mais j'en reviens pas de l'heure qu'il est. Ah, j'en reviens pas. La dernière fois, le dernier live, ça m'a fait pareil. J'ai arrêté de parler. Il s'était passé 50 minutes. Et là, c'est juste ce qui est en train de se passer. Ok, je ne fais que parler. Ceux qui me connaissent le savent. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Parce que j'ai eu l'impression de faire que parler. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On s'était donné 1 heure de live, je crois. On s'était donné 1 heure de live, donc voilà. Là, il reste 10 minutes. Peut-être que je peux répondre à certaines questions. S'il y en a qui n'en ont. Je bois une petite gorgée de vin. Hein, parce qu'on avait dit apéro, Facebook et émotion. On avait dit, hein, donc apéro. Alors, cool, merci Bastien. Contente de savoir que c'était pas trop lourd. Merci Noémie. Ok, parfait. Bon, ben voilà, alors c'est cool si c'était clair. Alors, j'ai envie de dire, c'est une amuse-bouche, hein, parce que la formation, je vais vous montrer, elle est là. J'avais préparé un tableau derrière moi au cas où il fallait vous faire des schémas. Donc voilà, là je vous ai juste mis une petite amuse-bouche. Lucie, non, c'était top. Merci, merci. Bon, c'est cool. Bon, c'est cool, tant mieux. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez... comment éviter la dictologie dans le soin? Pourquoi éviter la dictologie dans le soin? Mais qu'est-ce que c'est que cette question, ma foi? Buvons? Fumons? Rigolons? Jouons? Ouais, ok. Merci Roxane. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je disais que c'était une amuse-bouche, la formation. Que ça a été très... Bon, bref, peu importe. Voilà, ça c'est la question de Noémie qui m'a perturbée. Comment éviter la dictologie dans le soin? Quelle question? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, bon, bah c'est cool. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ah oui, oui, attendez. Je voulais vous dire, si vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des lives, utilisez la page Facebook pour me dire ou Instagram, peu importe ce que vous préférez, c'est pour me dire Cynthia, pour le prochain live, est-ce que on pourrait pas parler de ça, ou parler de ça, ou parler de ça, et moi je vous dirai oui, ou je vous dirai non, mais je vous dirai certainement oui, je vois pas pourquoi je vous dirai non, mais faites les programmes, on se fait apéro, live et c'est vous qui avez fait le programme, là, apéro live et émotion. Le prochain, ça peut être apéro live et je sais pas. Apéro live et mort et fin de vie. Ouais, ça peut être bien ça, non? Ouais, c'est un peu mon domaine, désolé. Mais oui, de la joie et de la joie et de la joie, bien sûr. Oh oui, oui, oui. Vous avez vu que les étoiles peuvent vous accompagner dans la joie, les soignants, hein? On a mis en place un dispositif pour vous offrir jusqu'à 1 heure de tête-à-tête avec une étoile. Donc voilà, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site des Nétoiles. Je l'ai partagé sur la page, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vivre un moment sympa, déchargé, vous regonfler, etc. Voilà, vous pouvez pas savoir sur quelle étoile vous allez tomber à l'avance, mais de toute façon, ce sera un instant magique. Donc profitez-en. C'est ce qu'on a mis en place pour accompagner les soignants dans cette période compliquée. Et surtout, pour tous les soignants qui sont encore là, je voulais vous dire que cette peur que vous avez dans le bide, elle est normale. Elle est tellement, tellement, tellement normale. Mais n'imaginez pas que vous pouvez aller travailler sans peur, c'est pas possible. Mais faites-en quelque chose, et si vous voulez si vous voulez m'appeler pour qu'on en parle, on en parle. Mais voilà, c'est normal d'avoir cette peur au ventre, et il va falloir prendre soin de vous après, parce que là, pendant, vous êtes sur le front et que pour l'instant, vous n'êtes pas dans la résilience, vous êtes dans l'attaque. Et la résilience, c'est pas tout de suite encore. Hein. Pour l'instant, vous êtes
Vous êtes en première ligne, donc d'abord vous agissez, vous êtes dans l'action. La résilience, elle va venir après, mais pour qu'elle vienne, il va vraiment falloir que vous travaillez là-dessus. Vraiment, vraiment, c'est très important. Parce que cette peur au ventre, on ne travaille pas avec la peur au ventre. C'est pas habituel, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc ce que vous ressentez, c'est purement normal, vraiment, vraiment. Et faut pas culpabiliser de ça. Et les gens, ils meurent, c'est pas à cause de vous. Et j'ai envie de dire, c'est même pas à cause du gouvernement ou à cause des masques et à cause des respirateurs. C'est que quoi qu'il arrive, ça devait se passer comme ça. Et ce virus-là, même si on avait tous les respirateurs et les masques du monde, il aurait fait autant de victimes. C'est évident, évident. Donc rien n'est de votre faute. Rien, absolument rien. Voilà, j'avais quand même envie de vous le dire. Bon, eh bien, il est 20h55. C'est à contre-cœur, je dois l'avouer que je vais vous laisser, mais je serais bien restée encore un peu. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie d'être là et d'avoir été là pour ce live et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, donnez-moi des thèmes, des sujets, posez-moi des questions. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. À bientôt.